Et on enchaîne tout de suite sur un point sur le marché. J'appelle à la tribune Olivier Gaudin et Valérie Laplagne. Olivier Gaudin, vice-président d'Enerplan, et Valérie Laplagne d'Uni Climat, qui va nous faire un point réglementaire. Allez, la Valérie. Bonjour Valérie. Alors Olivier Gaudin, vous êtes spécialiste du chauffage solaire. Vous allez nous dévoiler les derniers chiffres de la filière, et ils sont plutôt bons. Une petite bouffée d'optimisme pour commencer. On y va ? Merci. Donc Olivier Gaudin, vice-président d'Enerplan en charge de la chaleur solaire, et aussi président et fondateur de Solisart, fabricant français de chauffage solaire. Donc aujourd'hui, la filière est dans un enjeu stratégique énorme. Il faut sortir des hydrocarbures, faire face à la précarité énergétique, préserver le pouvoir d'achat, la balance commerciale industrielle. Est-ce qu'on peut avoir le premier slide ? Ah, pardon. Alors je ne sais pas si on peut peut-être... S'il est possible, la régie, d'avoir le mettre sur le... Voilà, parfait. Absolument. Du coup, comment ça se traduit par la filière ? Donc il faut savoir qu'en une dizaine d'années, la filière a énormément progressé, que ce soit sur la qualité, sur une sélection naturelle. Donc il y a eu des contrôles références comme ça a été cité. Aujourd'hui, les acteurs qui restent sont des acteurs éprouvés. La sélection naturelle a fait le travail et les solutions ont fortement évolué. Dans ce contexte de gains de productivité, de gains de qualité, de gains d'installation qui fonctionnent, eh bien on est sur un marché dynamique qui progresse en moyenne de 46% depuis le début de l'année. Ça se traduit sur la partie des chauffe-eau solaires par une progression d'un peu plus de 34%. Donc ce sont des chiffres issus d'Uni Climat, avec les données conjointement d'Enerplan. Et donc on est sur une filière qui progresse. La partie chauffage solaire, c'est-à-dire qui couvre les besoins de chauffage et d'eau chaude, progresse de presque 100% depuis le début de l'année. Les autres solutions de solaire, donc le CS collectif, les process, progressent de près de 50%. Et donc on est sur une progression totale des installations de presque 50% depuis le début de l'année. Une très bonne nouvelle en soi. Donc une très bonne image. Néanmoins, le solaire thermique, aujourd'hui, il faut savoir qu'il n'y a plus d'aide, il n'y a quasiment plus de soutien, donc plus d'aide pour les ménages français qui ont plus de 1 700 € de revenus. Et des fonds chaleur de l'ADEME qui sont tellement complexes, excusez-moi, mais que moi, en tout cas, mes salariés ne veulent plus en faire, parce qu'ils me disent qu'ils mettent 5 fois plus de temps à faire un dossier fonds chaleur que faire un solaire thermique classique. Donc ce serait freiner la filière, et donc aujourd'hui, ils n'en font plus. Donc c'est pour ça que la filière appelle de ses voeux un choc de simplification. Si on peut remettre... Mais vous entendez les arguments de Céline Bachet également ? Tout à fait, mais la filière a les mêmes volontés de qualité, c'est-à-dire que aujourd'hui, il faut savoir que les acteurs qui restent sont quand même des acteurs de qualité, sinon ils seraient éliminés par la sélection naturelle. Et donc aujourd'hui, il y a des solutions pour gérer les actions d'énergie, des solutions pour gérer la qualité de la performance durablement dans le temps, c'est-à-dire qu'il y a de l'autodiagnostic embarqué. Donc le solaire thermique a fait sa mue. Les audits énergétiques faits par Qualité ENR, et on a son vice-président qui interviendra après, montrent qu'aujourd'hui la filière solaire thermique est devenue l'excellence. C'est-à-dire des audits qui montrent que c'est le meilleur taux de qualité devant les PAC, le gaz et toutes les autres ENR. Donc aujourd'hui, il y a une vraie mue qui a fait. Donc c'est bien sûr que les acteurs de la filière. Et donc dans le plan de relance que présentera Laetitia Brottier, il y a des enjeux dans ce plan de relance de simplification qui vont être proposés à l'ADEME et au gouvernement. J'insiste dans les autres freins qui freinent la filière aujourd'hui, c'est le gel des tarifs du gaz et de l'électricité qui aurait dû doubler, et déjà augmenter de 45% pour l'électricité au 1er février, et puis avec le parc nucléaire vieillissant, aujourd'hui ça devrait doubler, par l'interdiction de poser les panneaux solaires en toiture. Aujourd'hui, quand on fait un dossier, il y a les ABF, il y a tout plein de choses qui font que c'est très compliqué de donner le droit d'accès au solaire aux Français. Alors qu'on va le voir juste ultérieurement, c'est la seule énergie qui n'augmente pas et qui préserve le pouvoir d'achat, la planète et la qualité de l'air. Si je peux garder sur cet écran la présentation, oui, s'il vous plaît. Voilà. Et puis des moteurs de calcul qui freinent le développement puisque le solaire est très mal valorisé. Sur le marché du photovoltaïque hybride, donc le PVT,
On est sur un marché qui est stable, malgré une dynamique sur le second semestre, à cause de jeux de va-et-vient. Donc l'ANA qui a donné l'éligibilité aux aides à ces solutions-là, qui est revenu en arrière, et donc ça pose beaucoup de problèmes avec des gens qui se sont retrouvés dans des situations où on leur a dit qu'ils avaient le droit à des aides, et qui se retrouvent à 4 000 € à leur charge. Donc quand il s'agit de ménages précaires, c'est très compliqué. D'où des freins sur le PVT. On va passer au slide suivant. Je suis obligé d'accélérer un peu pour tenir le. Excusez-moi, c'est moi. J'ai fait une erreur. Il y a une zapette. Et comme ça, vous allez. C'est la régie qui travaille pour vous. Et donc là, voilà, la zapette, la petite flèche à droite. Voilà. Et comme ça, vous gérez à votre rythme. Sur les capteurs grande surface, donc c'est un marché où il y a très peu d'installation, mais avec des très grandes surfaces par. Donc le bon indicateur, c'est l'indicateur annuel. Donc là, on va vous donner une estimation. Donc en installation de grande surface, donc grande surface, c'est pour couvrir les besoins de chaleur que vous avez vu hier à Narbonne, c'est pour les industriels, des réseaux de chaleur. Donc on parle de très grande surface. Donc l'estimation de la filière, donc c'est une estimation Enerplan. Sur cette année, on est sur du 15 à 20 000 €, donc des volumes très importants. Et pour l'année prochaine... Mètres carrés. Mètres carrés, pas euros. Ouais. Et sur l'année prochaine, 15 à 20 000 mètres carrés. Le double. Donc vraiment une dynamique. Et donc c'est porté essentiellement par l'augmentation des prix de l'énergie. Le gaz a quadruplé. Voilà. Et aussi... Alors, maintenant, ce qui va nous intéresser, c'est les perspectives, comment évolue la filière et dans quelle dynamique se place-t-elle. Donc, deux choses. On va parler de l'évolution des prix de l'énergie ici pendant quelques minutes, et après les avantages. Et une deuxième étape, développée par Laetitia Brottier, sur le plan chaleur Enerplan pour développer la chaleur solaire. Le fameux plan d'urgence. Le plan d'urgence, exactement. Et donc, ça va être aussi la levée des freins du gouvernement et la volonté politique de soutenir la filière. Donc tout ça, ça va être développé par Laetitia. Moi, je vais m'intéresser ici sur nos enjeux énergétiques. Donc la chaleur, c'est la moitié de notre consommation. L'électricité, c'est un quart et un quart. Je le rappelle parce que ça, c'est extrêmement important à bien avoir en tête. Deuxième enjeu, c'est notre mix énergétique. Aujourd'hui, la chaleur solaire couvre essentiellement le fioul. Donc quand le gaz va être dégelé, le prix va doubler, vous allez le voir ultérieurement, et quand l'électricité va être dégelée, ça veut dire que le marché du solaire thermique, son marché va être 6 fois plus important. Donc on va pouvoir couvrir les besoins de chaleur, du gaz, de l'électricité, et pas que du fioul. Et donc vous voyez, c'est un marché qui va être multiplié par 6 dans les années à venir. Et il y a aussi le bois, dont on va parler ultérieurement. Alors, sur les enjeux énergétiques, le fioul, il a doublé en un an. Le granulé de bois, il a pris 50% depuis le début de l'année. Vous le voyez sur la gauche, chaque année, la consommation augmente et beaucoup plus vite que la production. Donc en France, aujourd'hui, il manque 30% de production, elle importe 30%, d'où des tensions, l'augmentation du prix de l'énergie. Alors, comment vont évoluer le prix des énergies? C'est ce qui va nous intéresser tous. Eh bien, sur l'électricité, donc ici, je vous ai mis le prix de gros pour l'année prochaine. Donc, ça s'appelle le marché à terme. Donc, le prix en France va être à 30 centimes d'euros le kilowattheure ou 300 € le mégawattheure. Ça veut dire qu'il est multiplié par 6. Et ça, c'est le tarif que vous retrouvez. Vous avez tous les liens vous pouvez cliquer, vous avez tous les liens. Donc, pour le particulier, ça veut dire que dégelé, le prix de l'électricité va plus que doubler. Pour rappel, il a été gelé au 1er février à 45%, il aurait dû prendre 45%. Deuxième enjeu, le pétrole. On arrive sur le pic de Huber, c'est-à-dire que la production de pétrole, il n'y a pas de pompe pour faire jaillir, c'est la pression du champ qui fait jaillir, et donc la production baisse chaque année, à partir du pic de Huber. Et donc, ce qui est le plus intéressant, c'est ce que dit Patrick Pouyanné, le patron de Total, c'est qu'il manquera, dès 2025, 10 millions de barils. La consommation augmente, mais plus la production. Et ensuite, la production va baisser. En 2030, il y aura 10% de pétrole disponible de moins. Et donc, les analystes estiment que tous les 10%, le pétrole double. Donc, vous voyez, ça vous donne tous les 10 ans, le pétrole va doubler. Donc, on est vraiment sur une dynamique haussière inéluctable. Sur le gaz,
vous avez ici le tarif gelé au 1er novembre. Donc tout ça, ce qui est intéressant, c'est que c'est arrivé, le prix du fuel, le doublement, c'est arrivé avant la crise en Ukraine. Donc vous voyez que la crise en Ukraine, ce n'est qu'un accélérateur. Mais tous ces enjeux, l'année dernière, il manquait 1 million de barils de production déjà. Donc tous ces enjeux sont arrivés avant la crise en Ukraine. Ce n'est qu'un accélérateur. Et le gaz, gelé par le gouvernement pour des causes électorales, le gaz aurait dû doubler. Pas qu'électoral aussi, hein. Il y a de la précarité énergétique quand même un peu. Ça se discute, il y a ça aussi se des discute. aides. Et donc voici le gaz, le prix du gaz pour l'année prochaine. Vous voyez que le gaz de gros, donc pour tous les industriels, il a été multiplié par plus que 4. Et pour le particulier, dégelé, on l'a vu, il va doubler. Et sur la biomasse, l'étude qui est intéressante, c'est celle d'Europe, faite par l'Europe, mandatée par le bureau d'études que vous voyez là. Et si on concatène tous les plans pluriannuels de l'énergie, on arrive à une consommation de bois supérieure de 40 à 70% à ce que la forêt peut produire. D'où la hausse du granulé que vous avez vu et qui va continuer parce que la filière forestière est sous tension. Et donc, le solaire thermique solutionne tous ces problèmes. C'est la souveraineté énergétique. Les fabricants que vous voyez là sont français. La filière française est exportatrice nette. Et on va réduire les importations d'énergie puisqu'on va autoconsommer sur notre sol. C'est la paix. Plus d'hydrocarbures financés par la France. Il faut savoir que la France aujourd'hui importe 10 gigawatts d'électricité. Donc à chaque fois qu'on met une PAC ou une voiture électrique, aujourd'hui on importe. Et si on importe, la moitié de la fourniture énergétique, c'est la Russie. Le pouvoir d'achat, c'est la seule énergie qui coûte zéro et qui n'augmente pas. Le retour des gilets jaunes, ça va préserver de la crise des plus démunis de nos compatriotes. L'emploi en France, on a vu la production est faite en France et ça économise et la pause est faite en France. Donc on est 100% sur une filière. Ça n'émet aucun CO2, ça ne consomme aucune ressource et un panneau solaire, c'est entièrement recyclable puisque c'est du verre, du cuivre et de l'alu. On va le voir. Ça améliore la qualité de l'air, la valeur verte. Aujourd'hui, 4% de valeur lorsqu'on met un chauffage solaire, par exemple, sur une maison. Et les normes, l'évolution réglementaire fait qu'aujourd'hui, il y a des contraintes sur la valeur locative, qu'on ne pourra plus augmenter les loyers et on ne pourra même plus louer pour les passoires énergétiques. Et tout est recyclable. Donc voilà pour les enjeux de la chaleur solaire et je vais laisser la parole. Merci beaucoup, Olivier Gaudin. On aura des questions-réponses, j'imagine, après. On va enchaîner directement avec Valérie Laplagne, responsable ENR Uniclimat, sur la problématique réglementaire de la filière, et notamment le positionnement du solaire thermique vis-à-vis de l'impact carbone, de l'empreinte environnementale ou de l'éco-conception. Bonjour à tous. Où en est-on, Valérie? Alors, donc Valérie Laplagne d'Uniclimat. Uniclimat, c'est le syndicat des industriels du génie climatique, donc chauffage, froid, ventilation. Et on a parmi nous donc, des industriels du solaire thermique. On représente 60 à 70% des mises en marché des capteurs solaires thermiques. Alors, je vais vous parler de réglementation, en fait. Ce n'est pas ce qui fait plus rêver, mais des fois, ça peut être un aiguillon intéressant, en fait, notamment quand on parle de solaire thermique. Alors, un petit point sur la RE 2020 pour commencer. Il y a eu les années précédentes régulièrement un point fait sur ce thème-là. Donc je ne vais pas revenir sur le positionnement des équipements solaires thermiques dans la RE 2020. Toutefois, les enjeux, notamment à partir de 2025 où les exigences deviennent plus importantes en logement collectif, eh bien pour répondre à ces enjeux, on a encore des manques. Notamment, on a des solutions dans la méthode, on a des solutions techniques qui sont soit mal valorisées, soit qui sont toujours pas présentes. Pour la partie mal valorisée, on a le système solaire combiné qui a besoin de voir réviser sa modélisation. Et pour ce qui n'est pas présent, eh bien, on a notamment le couplage solaire thermique plus PAC qui était présent en RT 2012 et qui n'a pas encore été transféré. On a les packs aérosolaires. Et puis on a également besoin de bien faire prendre en compte le fait que le bouclage peut être assuré par du solaire. Donc ça fait quand même pas mal de points qu'on aimerait voir évoluer dans la RE 2020.
et qui nous permettrait d'être prêts pour 2025 dans le logement collectif, hein, puisque c'est là que on va voir les renouvelables se développer dans le logement collectif. Et tout ça avance très très doucement à chaque fois. Ah oui, ça on peut le dire. La RE 2020, là, elle est applicable pour le résidentiel depuis le 1er janvier. Et cette histoire de titre 5 qui était présent en RT 2012 et qui ne sont pas dans RE 2020, bah, c'est pas réglé encore. Donc on nous annonce des échéances là pour des prochaines échéances, je crois pour septembre. Mais voilà, ça fait assez long par rapport à la date d'application. Ensuite, pour ce qui concerne l'impact environnemental, là il nous manque aussi quelques données. Donc l'impact environnemental pour les solutions solaires, ça se traduit par des PEP, profil environnemental produit. Donc on peut avoir soit des données par défaut, soit des PEP sur des produits, les PEP pouvant être spécifiques ou bien collectifs. À Uniclimat, on a l'habitude de faire des PEP collectifs, donc on rassemble plusieurs industriels autour d'une table pour mutualiser les coûts et les démarches, et ça fait un PEP sur un produit moyen. Ça permet d'avoir des premières données d'impact sur les bases de données. Donc en matière de PEP, eh bien, il nous manque maintenant des PEP saisis. On avait fait, nous, des PEP, c'était en 2015, donc comme la durée de vie est de 5 ans, bah, ils ne sont plus valables. Donc il nous manque des PEP collectifs ou fabricants sur les saisies. On a besoin d'améliorer le PEP sur le ballon solaire collectif, de l'optimiser, et puis on aura besoin de PEP sur différentes tailles de ballons. Et puis, en matière de PEP, je regarde un petit peu, oui, on a besoin, alors je ne sais pas si ça a été fait depuis, je ne l'ai pas vérifié, de PEP sur des PVT, je ne sais pas si c'est en cours, voilà, très bien, et de PEP sur des packs aérosolaires, par exemple, enfin, tous les équipements qu'on pourra retrouver en RE 2020 auront besoin de PEP à terme. Donc ça, c'était pour l'ARE 2020. Ensuite, donc il y a une réglementation bâtiment. Ensuite, si on revient à des réglementations plus sur le produit, on a l'éco-conception hein, qui concerne les équipements solaires thermiques depuis 2015 et qui est en cours de révision. Donc là, on parle d'application pour 2025. On a encore un petit peu de temps. Néanmoins, ce qui est discuté dans les révisions, c'est d'une part la révision de la méthode de calcul pour ce qu'on appelle les packages solaires, c'est-à-dire les combinaisons de solaire et de son appoint, que ce soit en chauffage et en ECS. Ces packages donc qui permettent de fournir une étiquette hein, de l'ensemble, solaire plus appoint, étaient très compliqués, étaient du coup peu utilisés par les installateurs. Et donc devrait être simplifié. On devrait notamment pouvoir utiliser simplement les données qui sont dans les fiches des éléments séparés pour constituer ce package. Donc ça, c'est en bonne voie, c'est une bonne chose, je pense, pour le SSC et le CESI, donc en individuel. Ensuite, en termes d'ajout dans ce règlement éco-conception en révision, il va y avoir des éléments d'économie circulaire. Donc je parle notamment d'efficacité, ce qu'on appelle l'efficacité des ressources matérielles et le monitoring. Donc le premier point, l'efficacité des ressources matérielles, c'est quoi? C'est eh bien la possibilité de réparer en fait les équipements. Donc ça va se traduire par des mises à disposition des pièces détachées, des délais imposés maximum pour cette mise à disposition des pièces détachées, et l'accès à l'entretien, l'accès simple donc et pour tout le monde, de l'entretien et des possibilités de réparation. Donc ça, c'est pour l'efficacité des ressources matérielles. Ensuite, le monitoring. Donc ça, c'est un point qui n'est pas encore suffisamment précis hein, dans cette révision. C'est-à-dire que la commission souhaitait que le client final, l'utilisateur final, puisse avoir une idée de la performance réelle de chaque équipement. Et donc on s'oriente vers la possibilité de donner accès d'une part à la puissance, à l'énergie plutôt, l'énergie produite par rapport à l'énergie consommée.
Donc là, évidemment, pour le solaire, l'énergie consommée va être quasi nulle, quelques auxiliaires. Néanmoins, on parle quand même en solaire de l'ensemble solaire plus à point quand on parle d'éco-conception, puisqu'on doit répondre à un besoin d'eau chaude ou de chauffage précis suivant le climat. Donc voilà, tout ça est en cours de travail, on va dire. On en saura plus, je pense, dans 1 an ou 2 pour une application à peu près prévue en 2025. Mais on voit que déjà, on se décale un petit peu par rapport à l'énergie qui au départ était traitée par l'éco-conception. On s'oriente vers un peu plus d'économie circulaire. Ensuite, puisqu'on parle d'économie circulaire, donc en France, il y a un certain nombre de lois qui ont été publiées. Je pense à la loi AGEC, mais il y a également la loi climat et résilience. Donc AGEC, c'est pour anti-gaspi et économie circulaire. Elle porte bien son nom. Dans cette loi AGEC, alors je précise que ces lois, donc elles ont été votées il y a à peu près 1 an. Et puis les textes, ils paraissent et ils sont en application au fur et à mesure. Donc pour la loi AGEC, dans cette loi, il y a la responsabilité élargie des producteurs appliquée aux produits du bâtiment. Donc la responsabilité élargie des producteurs, c'est quelque chose qui était déjà présent dans ce qu'on appelle la D3E, une directive européenne des déchets pour les équipements électriques et électroniques. Ça consiste en quoi, cette responsabilité élargie des producteurs? Ça exige en fait, ça s'applique aux metteurs en marché qui doivent s'organiser pour récupérer les produits en fin de vie. Donc vous connaissez tout cela avec les ampoules ou les équipements électroniques qui sont récupérés par des éco-organismes. Donc ça, c'est pour la D3E. Eh bien, ça va s'appliquer pour tous les éléments qui sont dans un bâtiment. C'était un peu le maillon manquant. Donc c'est un gros travail. Ça aurait dû être disponible et mis en place pour 2022. C'est retardé. Ce sera en place pour 2023. Et pour les équipements solaires, on pense notamment aux capteurs qui sont plutôt associés au bâtiment. La profession, les industriels qui mettent sur le marché ce type de capteurs sont historiquement concernés par la D3E et donc ont demandé à ce que les équipements solaires, capteurs et ballons soient intégrés dans la D3E et ne soient pas dans la REP bâtiment. Alors c'est plus pertinent pour les industriels puisqu'ils sont déjà habitués avec les D3E, ils ont déjà des éco-organismes qui récupèrent les équipements. Et puis, c'est aussi plus valorisant. Il faut savoir que ces équipements sont plus valorisants que du béton ou d'autres équipements de l'enveloppe, notamment. Donc, il y avait vraiment un intérêt de garder les équipements solaires avec les autres équipements de chauffage, notamment. Donc, j'ai parlé de la REP des produits du bâtiment. Qu'est-ce qu'on a à venir? Dans cette loi AGEC, on a également à venir des exigences sur les pièces détachées. Donc, on retrouve un peu un lien avec éco-conception. Et puis, des indices de réparabilité. Donc je pense que ça va vraiment, on tâchera de faire en sorte, enfin j'espère que les pouvoirs publics feront en sorte que ce soit aligné avec les exigences européennes, sinon ça va être un petit peu compliqué. Là aujourd'hui en l'état, on a un panneau solaire thermique défaillant, on veut le changer, il part où le panneau aujourd'hui? Il n'y a pas de... il n'y a pas d'obligation de récupération. D'accord. Donc on attend avec impatience. Donc en 2023, ce ne sera plus possible. Ce sera fait, d'accord. Et donc, c'est une bonne chose. Mais c'est une bonne chose. Parce que ça permettra ensuite de développer une filière de recyclage derrière tout cela. En matière d'économie circulaire ou plus de déclaration environnementale, on a également dans la loi climat et résilience, je ne l'ai pas mis dans le PowerPoint, et ce n'est pas encore applicable, mais il y a des textes qui vont paraître sur ce qu'on appelle les allégations environnementales. C'est-à-dire que lorsque les industriels ou les professionnels voudront parler d'atout environnemental d'un équipement, eh bien, ils devront le faire selon certaines exigences, et notamment certains schémas. Donc ça pourrait être les PEP notamment.
Et également, la communication qui sera faite sur ces équipements, eh bien, elle sera encadrée à nouveau pour porter sur des paramètres qui sont bien identifiés et ne pas juste dire c'est un produit, je ne sais pas, carbone zéro. Il faudra que ça s'appuie sur des normes. Voilà. Il y a quand même une logique. Est-ce que ces produits qui génèrent de la chaleur verte, enfin de l'énergie verte, on pense aussi à les recycler et à une économie circulaire? Il y a une vraie synergie, une vraie logique industrielle, j'allais dire. Complètement, oui, parce que effectivement, le capteur solaire, en soi, ne consomme pas d'énergie. Néanmoins, il a un impact environnemental. Donc, on voit qu'on se déplace peu à peu. Là où on s'intéressait principalement aux consommations d'énergie, peu à peu, on élargit le scope aux impacts environnementaux et les équipements solaires, donc que ce soit le capteur ou le ballon quand il n'y a pas d'épingle électrique dedans, ne consomment pas d'énergie, mais ont un impact environnemental de par leur fabrication et la matière qu'ils contiennent. Un dernier mot ? Alors, pardon ? Un dernier mot, je dis. Alors, je termine avec l'Europe, parce que tout ça, absolument. on est aussi drivé par l'Europe. Ouais. Donc, on a au niveau européen également des réflexions avec un plan d'action sur l'économie circulaire. Et puis des initiatives, Sustainable Product Initiative, un éco-design, donc un règlement éco-conception pour les produits durables. Donc il y a pas mal de réflexions, y compris au niveau européen, et on voit que tout ça, comme je l'ai dit, avec tout cela, on va vers la prise en compte d'enjeux plus larges que l'énergie et des enjeux environnementaux et notamment d'impact carbone qui deviennent prépondérants. Voilà. Et également géopolitique avec le désir d'indépendance énergétique affiché et affirmé par l'Union européenne. Bien sûr. Merci beaucoup. On peut applaudir, je pense, les deux intervenants. Alors on va ouvrir une session de questions-réponses. Alors, est-ce qu'il y a un micro HF qui doit se promener normalement ? Ouais, Laura est là. Donc, est-ce que vous avez des questions à Olivier Gaudin ou à Valérie Laplagne ? Daniel Munier. Vous vous présentez à chaque fois. Ouais. Si, quand même. Bonjour, Daniel Munier, acteur du solaire depuis quelques années. Vous verrez tout à l'heure. Une question rapide qui fait écho à ce que tu disais, Valérie, sur l'obligation de recyclabilité. Super, enfin, j'ai envie de dire, mais plutôt, est-ce que notre filière, avec une approche marketing un petit peu judicieuse, pourrait mettre en avant qu'on va anticiper et que certains fabricants, dès maintenant, même avec un effet d'annonce, disent nous on est déjà prêts, chaque fois qu'une installation est démantelée, si c'est un capteur qui est de notre marque, en fait on est volontaire pour le récupérer, pour même montrer à titre expérimental ou même exploratoire comment on va le démanteler, le valoriser. On sait tous qu'il y a 20 mètres de cuivre dedans, avec une technologie classique, donc ça a une certaine valeur. Qu'est-ce qu'on va faire de l'isolant ? Il y a voilà. Je sais qu'il y a, je vais même peut-être en parler un peu tout à l'heure, il y a des travaux expérimentaux qui ont été faits en France, même à l'international. Mais en fait, quand on regarde concrètement, alors peut-être dans la salle, il y aura peut-être d'autres échos, mais il n'y a vraiment pas de choses structurées dans ce sens-là. Et donc c'est sur cette valorisation. Alors qu'elle est présente, et Olivier l'a rappelé, il y a de la valeur dans un capteur, même quand on le démantèle. Valérie Laplagne ? Alors, pour l'instant, ça n'est pas fait, mais je pense que c'est effectivement une bonne idée d'avoir une telle initiative, de dire, nous, on a devancé la réglementation, et pour ça, il faudrait que les industriels qui sont concernés, tous décident ensemble de dire, nous, on devance la réglementation. Je pense qu'il y en a qui le font déjà, hein. Mais voilà, je pense qu'il faudrait que ce soit un mouvement collectif et affiché, et connu. Je pense qu'il y a aussi une autre raison, c'est que certainement plein d'entre vous ici, parce que beaucoup peut-être connus l'ont déjà fait, mais en fait un capteur solaire thermique se recycle très bien parce qu'il n'y a rien qui est collé, le verre est séparé du cuivre et de l'alu, et pour ceux qui l'ont déjà fait, l'absorbeur alu qui est soudé sur les tubes avec la main et un gant, on peut le désolidariser en un coup sec. Et aujourd'hui, en tout cas, chez nous, on a des ferrailleurs, vu le prix du cuivre maintenant, de l'alu, et les ferrailleurs y passent, et les capteurs comme nous, on a, ils récupèrent le cuivre, le verre se recycle, et l'alu se recycle indéfiniment. Donc en fait, on est sur
des produits qui se recyclent très bien et très facilement, déjà. Une autre question peut-être, ou une remarque? Non? Personne? Bah, écoutez, c'est parfait, on va enchaîner, on va garder le timing. Merci beaucoup, Olivier Gaudin et Valérie Laplagne, pour votre intervention.